Voilà, donc je vous remercie, Monsieur Zhang. Et après cette introduction, nous allons donc entrer dans le vif des choses. Je vous rappelle donc que nous avons ce matin deux sessions séparées par une pause qui devrait intervenir vers 11 heures. Donc je vais parler en premier et ensuite nous aurons deux exposés portant tous les deux sur les origines matérielles et intellectuelles de la carrière sinologique d'Abel Rémusat. Puisque, je le répète, mais pour la dernière fois, nous célébrons aujourd'hui Jean-Pierre Abel Rémusat, le premier titulaire d'une chaire d'études chinoises au Collège de France, est considéré pour cette raison, et pour d'autres plus substantielles, comme le fondateur de la sinologie professionnelle, ou dirions-nous peut-être académique, en Europe. Sinologue, Abel Rémusat l'a en effet été dans la pleine acception du terme, comme nous le rappellerons bien entendu plusieurs communications au cours de ce colloque, et il l'a été brillamment. Dans sa notice sur la vie et les ouvrages de M. Abel Rémusat, lue devant l'Académie des inscriptions le 25 juillet 1834, Sylvestre de Sacy le qualifie de restaurateur des études chinoises en France. L'on ne saurait trouver en réalité de meilleure expression. Nos collègues nous le rappelleront dans un instant, l'apprentissage de la langue et de la civilisation chinoise par Abel Rémusat pendant les premières années du XIXe siècle s'est fait dans des circonstances particulièrement peu propices. La disparition des derniers érudits français entretenant des correspondances avec les derniers missionnaires capables de produire des travaux de qualité, parce que, résidant à Pékin, au lieu de circuler en Chine dans la clandestinité et d'être accaparés par leurs tâches pastorales, avait créé un vide qu'il était en effet urgent de combler si l'on ne voulait pas que l'héritage intellectuel laissé par 2 siècles de missions en Chine accumule la poussière sur les rayons de la bibliothèque du roi, future bibliothèque nationale, qu'il reste un héritage mort. Ce sauvetage, c'est bien à Abel Rémusat qu'on le doit, et il s'y est consacré avec une industrie qui ne laisse pas d'impressionner. Mais les temps avaient aussi beaucoup changé. Du seul fait que le relais des missionnaires de Pékin n'existait plus, le moment était venu de faire le bilan de leur œuvre. Comme je rappelle que l'ultime volume du monument que constituent les mémoires concernant les Chinois, leurs mœurs, leur histoire, etc., n'est paru qu'en 1814, l'année même où Abel Rémusat entrait au collège. Et de le faire, ce bilan, pour inventer une nouvelle sinologie, plus systématiquement scientifique, cherchant à prendre du recul, tirant parti de nouvelles sources d'informations, s'inscrivant dans le contexte comparatif d'un orientalisme lui aussi scientifique. Et là-dessus, je reviendrai. Et enfin, cherchant à relier des données éparses et pas toujours très sûres en les structurant et par le raisonnement et par la théorie. Ce dernier point, Abel Rémusat y insiste souvent, et sa position par rapport à l'héritage missionnaire qu'il a studieusement étudié, absorbé, dont il essaye d'extraire tout ce qu'il peut et qu'il cite constamment, sa position par rapport à l'héritage missionnaire est intéressante. Tout en mesurant les limites, il a un grand respect pour le savoir et pour les travaux des plus savants parmi les pères. Ces deux héros sont le père Prémar, pour sa description de la langue, et surtout le père Gobil, mais il en cite beaucoup d'autres. Et en même temps, il tient à s'en distinguer. C'est particulièrement clair dans le cas de la langue chinoise, que les missionnaires avaient eu le tort, à ses yeux, d'entourer de mystères et de faire passer pour virtuellement inaccessible en raison de sa difficulté et du nombre infini de caractères, alors que beaucoup d'entre eux, en fait, la maîtrisaient parfaitement. De ce fait, comme il l'explique dans une lettre au rédacteur du journal asiatique, daté de 1822, le chinois a été trop longtemps en Europe, je cite ces mots, les mots d'Abel Rémusat, une étude mystérieuse, vague et insignifiante, qui a permis à une poignée de littérateurs et de pseudo-savants de se poser en détenteurs d'un savoir secret avec lequel il était facile d'impressionner le public, sans pour autant comprendre grand-chose à ce dont on parlait. Toute l'œuvre et tous les efforts d'Abel Rémusat sont en réaction contre un tel état de choses. Comme il le dit encore dans le même texte, si l'on est en train d'en sortir enfin,
c'est parce que dans l'enseignement qu'on lui a confié au Collège Royal, qui est un enseignement public et ouvert à la discussion, et il le souligne lui-même, je cite, « L'étude de la langue a été dirigée d'après une méthode philosophique et qu'on a cessé de s'attacher aux accessoires en négligeant le principal. » Par quoi Abel Rémusat entend qu'on a subordonné l'étude du détail à une approche théorique de la langue. Et il emploie souvent le mot théorie. Mais cela, c'est quelque chose, bien sûr, dont on nous parlera plus en détail cet après-midi. Ou encore, comme il le dit ailleurs, c'est parce qu'on s'est employé à dégager des règles pratiques restreintes à ce qu'elles ont d'utile et d'applicable. En somme, le programme d'Abel Rémusat est de désenclaver l'étude du chinois, de la banaliser, de la rendre plus facile et de la diffuser en publiant des instruments de travail dont le prototype est bien sûr ces éléments de la grammaire chinoise. C'est sur cette base, dit-il en substance, que la vraie science pourra enfin se déployer, qu'elle pourra s'ouvrir à des domaines négligés ou dédaignés par les missionnaires, comme le bouddhisme et le taoïsme, et qu'il deviendra possible de mettre au jour toute la masse de connaissances géographiques, historiques, ethnographiques, etc., recelées dans la littérature chinoise. Et tout cela, on pourra le faire en s'appuyant sur les trésors accumulés à la Bibliothèque royale depuis Louis XIV, trésors dont Abel Rémusat n'omet jamais de rappeler qu'ils sont une ressource sans équivalent en Europe, et que c'est avec cette ressource qu'on restaurera la supériorité française dans l'étude de la Chine, supériorité quelque peu compromise depuis que la grande époque des jésuites de Pékin a pris fin, et alors que les missionnaires protestants anglais commencent eux aussi à publier des ouvrages en Extrême-Orient, et reconnaît Abel Rémusat des ouvrages de qualité. Ce qui est également nouveau avec Abel Rémusat, c'est le sentiment d'appartenir à une communauté scientifique internationale, le désir de faire circuler l'information le plus possible et de lancer des grands projets en collaboration. Or, pour lui, cette communauté déborde évidemment le cadre des études chinoises, et c'est là que nous retrouvons le thème de l'orientalisme. Il y a plusieurs façons d'entendre ce mot d'orientalisme. La première acception négative renvoie à cet exotisme aussi plaisant qu'ignorant et grevé de préjugés qu'Abel Rémusat n'a de cesse de fustiger, où l'Orient n'est qu'un mot recouvrant vaguement la notion d'un ailleurs mystérieux, indifférencié, immuable, rétrograde et un peu ridicule. Toutes ces notions, qui sont la négation même de la science, il les combat avec acharnement, tout spécialement dans ses textes programmatiques et dans ceux qu'il destine à un public non spécialisé. Il note aussi que les savants eux-mêmes sont en partie responsables de cette situation à cause de leur manie de ne s'intéresser qu'à des détails d'érudition. Voici ce qu'il écrit dans son discours sur le génie et les mœurs des peuples orientaux. Je cite. « Mais ces points auxquels le public s'arrête, la marche de la raison, le génie des institutions, le fondement des croyances religieuses, sont, aux yeux des savants de profession, des bagatelles peu dignes de fixer leur regard, tout absorbés qu'ils sont par une multitude de détails curieux où, en vertu d'une sorte de réciprocité, le public, à son tour, ne voit souvent que des particularités frivoles et des minuties sans intérêt. Cette indifférence d'hommes qui pêchent par trop de savoir a livré l'Asie à d'autres hommes qui n'en avaient pas assez. Et comme les uns ne songeaient pas à nous apprendre ce qui avait été, les autres se sont trouvés libres d'imaginer ce qui avait pu être. » Fin de citation. En quelque sorte, l'orientalisme de la Tour d'Ivoire encourage l'orientalisme des amateurs. Face à cela, Abel Rémusat défend une approche de l'Orient qui soit à la fois globale, contrastée et surtout informée. C'est ce qu'on voit d'abord dans ses propres travaux, notamment dans les innombrables notes et comptes rendus d'ouvrages dont une partie ont été repris et révisés dans la série des mélanges asiatiques. Il n'est pas de région, de culture ou de langue qui ne lui soit connue, que ce soit de seconde main ou très souvent parce qu'il s'y est lui-même frotté. Même s'il ne peut être spécialiste de tout, et le reconnaît volontiers, il n'a pas son pareil pour traquer les erreurs, la fausse science, l'amateurisme et les idées préconçues, et il a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Pour ne vous donner qu'un seul exemple, le compte-rendu d'un ouvrage apparemment pas très sérieux sur les hiéroglyphes égyptiens nous vaut un essai d'une érudition éblouissante, assorti d'un programme de recherche exhaustif, alors même que Champollion, ami et futur collègue d'Abel Rémusat au collège,
était lui-même en train de travailler avec acharnement sur le même problème, était en fait à la veille de sa célèbre découverte. Et je pourrais citer une quantité d'autres textes de la même trempe. Mais cette érudition tous azimuts, cette culture prodigieuse qui s'étale dans les quelques 300 publications d'Abel Rémusat qu'on a dénombrées, viennent également à l'appui d'une vision de l'Asie, remarquable par son ampleur et par les connaissances qu'elle mobilise. Ce qui importe à Abel Rémusat, et il le réitère dans plusieurs textes, c'est de dessiller les yeux d'un public trop enclin à voir dans l'Orient une vaste chose indifférenciée et immobile, un agrégat de population asservie par leurs traditions et vivant sous des régimes despotiques. Bien au contraire, n'a-t-il de cesse d'expliquer et de faire voir, la variété non seulement des climats, des races et de la vie matérielle, mais encore et surtout des croyances et des institutions des pays d'Orient est infinie. Et leurs histoires, bien loin d'être immobiles, sont faites de changements de régime et de réformes institutionnelles, d'ailleurs pour des raisons souvent contingentes, comme les guerres et les invasions. De la Chine en particulier, Rémusat écrit, je cite, « Les Chinois ont changé de maxime, renouvelé leurs institutions, essayé diverses combinaisons politiques, et, quoi qu'il y ait des choses dont ils ne se sont pas avisés, leur histoire présente à peu près les mêmes phases que le gouvernement des hommes a parcouru partout ailleurs. » Mais il y a plus. L'orientalisme d'Abel Rémusat est non seulement érudit, profondément historien et impatient de dynamiter les idées reçues, il est aussi, si je puis user de ce terme, anti-impérialiste. Je veux dire viscérablement hostile à l'expansion européenne, destructrice des cultures et avide de profit. Et ce n'est pas son aspect le moins remarquable et peut-être le moins inattendu. Ce même discours sur le génie et les mœurs des peuples orientaux que je mentionnais contient un beau passage dans lequel Abel Rémusat entraîne le lecteur dans une sorte de tournée de l'Asie orientale, autrement dit des contrées les plus lointaines et les moins familières au public européen, partant de l'Inde, ou plutôt, comme il le dit toujours, de l'Hindoustan, pour se diriger vers l'Est, la Birmanie, l'Empire annamite, l'insule Inde, le Japon et finalement la Chine. Et le fil conducteur de ce parcours, c'est le plus ou moins grand degré auquel les populations dont il parle ont eu à souffrir des Occidentaux. Ça commence en Inde, et là, je ne puis m'empêcher de citer, car Abel Rémusat, qui est une plume acérée, est particulièrement bon quand il marie l'indignation à l'ironie. Je cite, « Là, 30 nations auxquelles l'usage a attribué le nom d'hindous ont obtenu d'une troupe de marchands chrétiens qui les a assujettis l'autorisation provisoire d'adorer les idoles et de brûler vives les femmes qui ont eu le malheur de perdre leur époux, à la charge de reconnaître comme suzeraines quelques maisons de commerce de la cité de Londres et d'alimenter de matières premières les filatures de Birmingham et de Manchester. » Fin de citation. La Compagnie britannique des Indes orientales, donc, qu'Abel Rémusat ne manque jamais une occasion d'égratigner. Je passe sur les pays voisins pour en arriver à l'archipel insule-indien, le domaine des Hollandais, donc, quoiqu'il ne le précise pas, à propos duquel Abel Rémusat dit, je cite, « Nous ne parlerons pas des grandes îles de l'archipel oriental parce que l'industrie européenne n'y a laissé subsister de la civilisation indigène que ce qui était rigoureusement nécessaire à la récolte du camphre et de la noix muscade. » Fin de citation. Par contraste, le Japon est, c'est comme ça qu'il le dit, le plus sage de tous les États d'Asie, car après avoir mûrement pesé les avantages qu'il pouvait retirer de la fréquentation des Européens et ce qu'il avait à craindre d'eux, il a décidé de leur fermer définitivement toutes ses portes. Et puis vient ce qu'il faut bien appeler l'exception chinoise. La Chine, dont Abel Rémusat dit, entre autres choses, je cite de nouveau, « C'est le seul État asiatique qui offre encore un principe de durée et des garanties de stabilité. Car malgré les vœux et les menaces de quelques diplomates de mauvaise humeur et de quelques géographes ambitieux, à qui les conquêtes ne coûtent rien, il n'y a pas d'apparence que la Chine puisse être de sitôt démembrée par les marchands de thé de Canton ou par les troupes légères de la Moscovie. Double événement qu'on regarderait pourtant à Londres et à Saint-Pétersbourg comme infiniment avantageux au progrès de la civilisation. » Ce militantisme asiatique, si je puis dire, ou cet orientalisme militant, si vous voulez, ces propos à la fois très ironiques et très durs sur l'intolérance et la rapacité de ces Européens qui se considèrent comme la mesure de tout et voudraient changer l'humanité à leur image et en fonction de leurs intérêts, ce qui porte
Abel Rémusat à conclure, je cite encore, qu'il sera trop tard pour étudier les hommes quand il n'y aura plus sur Terre que des Européens. Ce genre de considération, donc, c'est en fait ce que j'ai lu en premier d'Abel Rémusat, il y a maintenant pas mal d'années. Et je ne l'ai pas lu dans ses œuvres, mais dans l'Empire chinois du père Huc. Huc, en effet, qui adore pourfendre les préjugés, ne ménage aucun effort pour convaincre ses lecteurs que non, la Chine n'est pas un pays immobile, que parler de despotisme est une plaisanterie, et qu'en fait, les Chinois sont à bien des égards des gens comme nous. Et comme autorité pour confirmer ses dires, il cite Abel Rémusat par pages entières, parfois en mettant des guillemets, parfois en s'en dispensant, et notamment certains des passages auxquels je viens de faire allusion, dont le côté un peu polémique s'accorde en effet tout à fait à son style. Et là se pose un problème intéressant qui est celui du rapport à la réalité de l'Asie, ou comme nous dirions, du rapport au terrain. Huc, bien sûr, a beaucoup bourlingué en Chine, et même au Tibet, comme chacun sait. Il a indubitablement une expérience personnelle de la Chine profonde, et d'ailleurs il s'en prévaut. On trouve dans la préface de l'Empire chinois quelques considérations dédaigneuses sur ces étrangers qui s'imaginent connaître la Chine et les Chinois pour avoir passé quelque temps dans les ports ouverts, à moitié européanisés, comme dit Huc, nous sommes dans les années 1840. Or, un auteur au moins avait été piqué au vif, un agent consulaire britannique nommé Thomas Meadows, qui avait en fait passé beaucoup plus de temps que Huc en Chine et à qui l'on doit plusieurs ouvrages du plus grand intérêt, car c'était un observateur aussi précis que industrieux. L'un des ouvrages de Meadows, intitulé The Chinese and Their Rebellions, les Chinois et leurs rébellions, rébellions au pluriel, publié en 1856, juste un an après la traduction anglaise de l'Empire chinois de Huc, elle-même parue un an après la première édition française. L'ouvrage de Meadows, donc, contient un chapitre entier consacré à démolir l'ouvrage de Huc. Ses erreurs, ses approximations et ses naïvetés. Meadows affirme que ce sont en fait les missionnaires catholiques de l'intérieur, les gens comme le père Huc, obligés de se cacher et d'éviter tout contact avec les autorités, qui ont le moins de chances de connaître la réalité chinoise. Et au passage, et c'est la raison pour laquelle je parle de tout cela, au passage, il se gausse des sinologues français qui n'ont jamais mis les pieds en Chine, à commencer par Abel Rémusat, l'autorité favorite de Huc. C'est un fait que Abel Rémusat n'est jamais allé en Chine, ni en Orient pendant sa trop courte vie, et n'y a probablement jamais songé. N'oublions pas, après tout, qu'une expédition comme celle qu'organisa Champollion en Égypte en 1828 et 1829 eût été inconcevable en Chine à cette époque. Tout au plus pouvait-on s'approcher de l'Empire par ses marges, par les détroits à Malacca, où s'étaient installés les missionnaires anglais, Macao, Canton, où d'ailleurs la France n'était plus présente à ce moment. Mais Abel Rémusat était avant tout un orientaliste de cabinet, un homme de lecture et de réflexion. Pour lui, l'essentiel pouvait être trouvé dans les collections prestigieuses et largement inexplorées de la bibliothèque du roi, et il considérait visiblement que la science devait d'abord progresser par l'étude des textes et par les échanges entre savants, bien plus que par des voyages hasardeux. Même la vie quotidienne des Chinois, pensait-il, leur mentalité réelle et leurs us et coutumes pouvaient être saisis à travers leur littérature romanesque et dramatique. Et c'est un fait qu'on ne peut qu'être frappé par la sûreté de ces descriptions, basées donc sur ces lectures, autant des ouvrages chinois originaux que de la littérature secondaire, les écrits des anciens missionnaires, qui tient en général en haute estime, les récits d'ambassade, les traités rédigés par des voyageurs, qu'il approche de façon très critique. Je n'en donnerai pour exemple que la longue présentation générale de l'état actuel de la Chine et aussi de sa géographie et de son histoire, intitulée « Coup d'œil sur la Chine et sur ses habitants », reproduite au début du deuxième volume des nouveaux mélanges asiatiques. Le lieu et la date du texte original ne sont pas précisés. Certes, il y a ça et là des approximations et des erreurs manifestes, entièrement excusable pour un auteur du temps et dans la situation où se trouvait Abel Rémusat, mais finalement, il y en a très peu. Abel Rémusat daube volontiers sur tous ces voyageurs qui se recopient les uns les autres et qui recopient les traités des jésuites, sur ces hommes qui ont, pour reprendre ces termes, traversé une petite partie de l'Empire chinois, à moins qu'ils n'aient simplement traversé le détroit de la Sonde et navigué dans la mer Jaune,
et qui se croient obligés, à leur retour, de publier des pavés encyclopédiques où ils dissertent de tout, mais dont le contenu utile se réduit à quelques pages. De même, est-il assez sarcastique sur les Anglais de Canton, dont il estime que la Chine avec laquelle ils sont en contact est une Chine inculte, parlant un dialecte bizarre et peuplée de personnages peu recommandables. Le seul qui trouve grâce à ses yeux, qu'il tient en fait en haute estime, et il le cite souvent, c'est Sir George Thomas Stanton, le premier traducteur du Code pénal des Qing, qui avait participé aux deux ambassades britanniques, celle de 1793 et celle de 1816, et qu'il considère comme un sinologue averti et extrêmement compétent. Pour Abel Rémusat, le voyageur idéal, tel qu'il se le figure, devrait s'être formé à la langue et à la civilisation chinoise à Paris, aux langues orientales et au Collège de France, plusieurs années durant, avant de s'affronter au terrain. Et ce qu'il aurait alors à dire, une fois parvenu en Chine, ferait réellement progresser la connaissance. De fait, Abel Rémusat appelle de ses voeux les études de terrain, même s'il note que c'est bien souvent l'agression commerciale aux militaires, aux missionnaires, qui les rend possibles. Par exemple, on trouve dans un compte-rendu qu'il fait du premier recueil des transactions de la Royal Asiatic Society, fondée en 1823, un an après la Société asiatique française, on trouve dans ces transactions des considérations aussi longues qu'élogieuses sur les articles relevant de ce que Abel Rémusat appelle la géographie positive, c'est-à-dire la description physique, économique, ethnographique, etc., des terrains basés sur l'observation directe. Mais en l'occurrence, les terrains en question appartiennent tous, comme il le dit, à l'Hindoustan, le pays de l'Asie que les Anglais ont le plus grand intérêt à étudier. Et pour cause, puisqu'ils sont un pays conquis ou en train d'être conquis. Abel Rémusat ne s'intéresse donc pas seulement aux classiques et aux antiquités chinoises ou aux grandes civilisations du passé. Il est clair que ce lecteur avide s'informait par tous les moyens de l'actualité. Et pour ce qui concerne la Chine, je le rappelle, l'actualité d'Abel Rémusat, c'était le règne de Jia Qing et le début de Daoguang. C'était encore, si je puis dire, l'empire classique. Ainsi s'intéresse-t-il très en détail au début des missions anglaises à Malacca et à Macao et à leurs travaux, ainsi qu'à l'état actuel de la chrétienté en Chine, à propos duquel il analyse de près les nouvelles lettres édifiantes, dont il se plaint d'ailleurs qu'elles contiennent en effet beaucoup d'histoires édifiantes, mais très peu d'informations solides. Ainsi surtout examine-t-il attentivement la littérature produite par les deux ambassades britanniques déjà mentionnées, celle de Macartney en 1793 et celle d'Amherst en 1816, littérature qu'il trouve d'ailleurs d'un intérêt plus que limité pour l'avancement des connaissances. Voilà encore des voyageurs qui n'étaient pas en position de voir grand-chose, rappelle-t-il avec une certaine vivacité, et dont les considérations sur la Chine et les Chinois lui apparaissent d'une très grande naïveté. Établir des relations diplomatiques et commerciales avec la Chine était un des grands problèmes du temps, comme on sait. Au reste, on trouve à la fin des mélanges posthumes un mémoire sur les avantages d'un établissement consulaire à Canton, adressé par Abel Rémusat au ministère des Affaires étrangères, dont la date n'est malheureusement pas précisée. Et en tant que sinologue analysant la position chinoise ou sino-mandchoue de l'intérieur, Abel Rémusat est extrêmement critique au sujet des prétentions des ambassadeurs britanniques qu'il attribue précisément à leur très grande ignorance des réalités chinoises. Et pour ceux que ce problème intéresse ou a intéressé, il se dit convaincu que Macartney a bel et bien fait le coteau devant l'empereur Tianlong, même si lui et son entourage ont ensuite affirmé le contraire. Ce ne sont là que des exemples, et si l'on peut voir en parcourant ses écrits qu'Abel Rémusat se tient au courant de l'actualité dans l'ensemble des régions de l'Asie orientale. Pour lui, le passé des civilisations de l'Orient était indissociable de leur devenir présent. C'était un tout. Savant érudit, Abel Rémusat était aussi, pourrait-on dire, un orientaliste du présent. Et le fait est que la grande divergence entre études modernes et études anciennes, parfois teintées de dédain mutuel, voire d'hostilité, est un phénomène beaucoup plus récent, datant en fait d'après la dernière guerre. Il n'est pour s'en convaincre que de voir les programmes que les Pelliot et les Granet dessinaient pour les études chinoises en France dans les années 1920 et 1930. Abel Rémusat appartient à une autre époque que la nôtre, certes, et l'Orient pour lequel il se passionnait n'avait pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. Mais en dépit de ces différences, je me suis convaincu,
en le lisant qu'il a encore beaucoup à nous apprendre et qu'il reste pour nous un modèle. Je vous remercie.